Très heureux de vous retrouver, Madame et Messieurs, pour cette grande édition de Journal Magazine sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Une édition garnie en actualité et en dossier. Dans la partie enquête, vous suivrez un dossier très intéressant sur la construction des habitations sur les lits de la rivière Makelele au niveau de Kintambo. La saison sèche semble donner des ailes à certains compatriotes qui construisent à des endroits connus comme centre névralgique des inondations. Les riverains se posent de multiples questions, nos enquêteurs aussi. Mais avant d'en parler, priorité à l'actualité de toute dernière minute. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h. Kinshasa sera dans quelques heures la capitale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le sommet de la CEAC s'ouvre ce lundi, une 21e session ordinaire du genre qui connaîtra la présence de plusieurs chefs d'État et des gouvernements. Certains, comme le président tchadien ou encore son homologue de Sao Tomé et Principe, sont déjà à Kinshasa. Ils ont été reçus à l'aéroport de Ndjili dès leur arrivée par le Premier ministre Sama Lukonde. Guilain Kabalundi et Rachel Foutou étaient sur place. À la tête de la communauté économique des États d'Afrique centrale depuis janvier 2022, la RDC accueille ce lundi 25 juillet 2022 la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale. À quelques heures de l'ouverture de ces assises, Kinshasa a déroulé ce dimanche le tapis rouge pour les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de cette communauté. Le premier dirigeant africain à atterrir dans la capitale, c'est le président de la République du Tchad. En tenue traditionnelle, Mahamat Idriss Déby effectue son premier déplacement à RDC depuis sa prise de fonction au Tchad en 2021. Accueilli par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde à la tête d'un comité d'accueil restreint, le président tchadien s'est entretenu un instant avec le chef du gouvernement de la RDC avant de quitter ses pavillons présidentiels. 30 minutes seulement ont suffi pour voir atterrir juste après le jet présidentiel gabonais. Le président Ali Bongo sera représenté à cet important rendez-vous par Rose Christiane Osuka Raponda, première ministre de la République gabonaise. Après un accueil chaleureux sur le tarmac de l'aéroport international de Ndjili, elle a eu des premiers échanges avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Véritable ballet diplomatique qui se poursuit dans la soirée avec le chef d'État centrafricain, de la Guinée équatoriale, du Sao Tomé Principe et des représentants des pays membres. Organisé dans un contexte sécuritaire très particulier, ce sommet est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo. Nous attendons beaucoup de ce sommet, même si c'est à caractère économique à la base, à l'origine, mais il y a des enjeux actuels, notamment le thème. Le thème, c'est l'éducation, la culture et la santé. C'est les trois thèmes-là. À part ces thèmes-là principaux, il y aura des apartés, il y aura des échanges, il y aura des tête-à-tête entre chefs d'État pour parler des enjeux actuels, notamment la sécurité. Ça ne peut pas manquer. La RDC, il faut l'indiquer, n'est pas sa première expérience. Elle a déjà dirigé la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC en 1989 et en 2009. C'est le tout premier chef d'État à rejoindre Kinshasa ce dimanche pour participer au sommet de la CEAC. Mais c'est également une première en République démocratique du Congo pour le président tchadien. Le général Mahamat Idriss Déby a été reçu en fin de journée par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fanny Kikofinzomba nous propose ce reportage. Après Kinshasa à Brazzaville, où s'est tenu en janvier 2022 les travaux de la 20e session ordinaire qui ont abouti à l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, en sigle CEAC, par les différents chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale, c'est au tour de Kinshasa, la capitale congolaise, d'abriter la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. La République démocratique du Congo, à travers son président, va une fois de plus faire entendre sa voix à l'international. Au total, 11 délégations sont attendues en terre congolaise pour participer à cette conférence qui aura lieu dans ce somptueux chapiteau aménagé à la Cité de l'Union africaine. Parmi les premiers participants arrivés à Kinshasa ce dimanche figure le président de la République du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, et le premier ministre du Gabon, Madame Rose Christiane Osuka Raponda. Aussitôt arrivé, le président tchadien a été reçu à la Cité de l'Union africaine par son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le tête-à-tête des deux chefs d'État a duré près d'1 heure et aucune déclaration n'a été faite à la presse. L'objectif central de la 21e session est de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté à travers le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des politiques ainsi que les décisions approuvées par les instances communautaires. Cette conférence a été précédée de réunions préparatoires qui ont eu lieu à Kinshasa du 15 au 23 juillet courant. Rapprochement entre la République démocratique du Congo et la Chine. Les gouvernements de deux pays s'accordent à coopérer pour accélérer le développement de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre congolais et le représentant du gouvernement chinois chargé de questions africaines ont échangé sur la question au cours d'un échange. Pati Tondouango. Le gouvernement Sama peut désormais compter sur l'appui de la Chine pour tout ce qui a trait au développement économique de la République démocratique du Congo. Assurance donnée par la représentante spéciale du gouvernement chinois pour les affaires africaines, Liu Jingyu, à l'issue de l'audience que le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a accordée à sa délégation. Je suis très honorée d'être reçue en audience tout à l'heure par monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Et nous avons vraiment un entretien, une conversation très amicale, très riche en contenu et très, très fructueuse. Parce que la Chine et la RDC, nous sommes de bons amis, bons partenaires et bons frères. Nous avons toujours travaillé ensemble et sur le plan politique, nous nous sommes toujours prêtés respect mutuel, compréhension mutuelle et le soutien énergique mutuel. Dans les enceintes internationales, la RDC soutient la Chine toujours sur les questions qui touchent aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de la Chine. Et nous, de notre part, au sein du Conseil de sécurité, nous plaidons toujours pour la cause, les intérêts de la RDC. Outre les questions de développement économique, Liu Jingyu a salué la coopération qui existait entre la République démocratique du Congo et la Chine, qui totalise cette année 50 ans, avant d'énumérer quelques réalisations qui résultent de cette coopération qui est au beau fixe. Et sur le plan de la coopération pragmatique, nous avons travaillé ensemble et nous avons réalisé beaucoup de projets, beaucoup de progrès. Ce matin, je suis allée visiter le mémorial de M. Lumumba et c'est aussi un des fruits de la coopération entre la Chine et la RDC. Et le long de la route, je vois vraiment des réalisations palpables. La coopération pragmatique entre nos deux pays est dans l'intérêt de nos deux pays et de nos deux peuples. Cette rencontre s'est clôturée par un échange de cadeaux. Parlons à présent de la situation sécuritaire dans l'est du pays. La République démocratique du Congo et le Rwanda, vous le savez, ont mis en place une commission mixte pour résoudre les problèmes qui se posent et qui enveniment la situation. Le gouvernement de l'RDC rassure quant à la feuille de route de cette commission qui aura plusieurs points focaux, à l'exemple du retrait immédiat de M23 des localités occupées et de la gestion de réfugiés. Je propose de suivre cet extrait du briefing du porte-parole du gouvernement. Comme nous vous le disons depuis le début de cette crise, que nous sommes engagés sur 4 fronts. Le front diplomatique, c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Sur le front militaire, il y a bien évidemment l'appel à un cessez-le-feu qui avait été décrété, mais qui ne nous empêche pas de travailler avec nos forces armées pour les renforcer, les rendre plus puissants. Évidemment, il y a le front médiatique qui porte de fruits aussi. Vous avez vu récemment le président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain prendre position et tous les articles de presse qui font qu'aujourd'hui le sujet de la République démocratique du Congo est au cœur des discussions. Ensuite, il y a les fronts judiciaires parce que nous continuons de documenter toutes ces choses, tous ces sévices que subissent nos populations dans la partie aujourd'hui occupée par les M23.
Et les points centraux de la feuille de route, je vous le rappelle, c'est le retrait, d'abord la cessation des hostilités et le retrait du M23 des localités occupées illégalement et par la violence. Et deuxième point, c'est la problématique des FDLR et de toutes ces factions dont le Rwanda prétend qu'elles perturbent, si vous voulez, les relations avec la RDC par des incursions sous son territoire. Et puis, vous avez le troisième point focal, c'est la question des réfugiés. Le quatrième, c'est la question de la coopération, commerce, économie, tout ce que vous voulez. Et puis, évidemment, il y a comment je peux appeler la question touchant au mécanisme ad hoc que nous avons mis en place. Et alors que le gouvernement s'engage sur la voie diplomatique pour mettre fin à l'agression, comme vient de l'affirmer le porte-parole du gouvernement, les populations du pays poursuivent avec des actions en soutien aux forces armées de la République. La dernière en date, c'est cette marche initiée par la Fédération Okatanga de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Suivez. La situation politique du moment était au centre de ces face-à-face. Lors des échanges avec les combattants de l'UDPS Ndjili, au terrain Bouddha, il a été question, bien évidemment, de lancer un appel pour la paix et au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front contre les groupes armés. Dans sa brève communication, ces cadres influents des partis présidentiels, Kejeko Beya, a également invité les combattants d'Ndjili à soutenir toutes les actions concrètes menées par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour développer et pacifier la République démocratique du Congo, tout en mettant en garde les uns les autres contre les discours des politiciens véreux visant à manipuler la population. Au sujet du registre des appareils mobiles, il a déclaré qu'il a été institué en 2012, lorsque l'actuel chef de l'État n'était pas encore au pouvoir. Sa mise en place en République démocratique du Congo est faite sur base de la décision du 22 juillet 2016 du Collège de l'ARPTC consacrant la certification préalable des appareils mobiles au moyen d'un système CEIR. Le message de Jeko Beya a été bien capté par les combattants de l'UDPS Ndjili. Accompagner les jeunes Kivussiens dans l'apprentissage de métiers afin de les éloigner des offres de groupes armés, la mission est celle que mène l'Institut national de préparation professionnelle. L'INPP Goma envisage atteindre la barre de 7000 apprenants dans un futur proche, un objectif salué par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, qui a récemment visité ce centre. Willy Tunakov. Après la ville de Bukavu, au sud Kivu, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy Mwakembe, séjourne actuellement à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où elle a effectué le 22 juillet 2022 au siège de la direction provinciale de l'INPP les différentes installations. La patronne de l'emploi en RDC a à cette occasion émis ouvertement son vœu de voir l'INPP Nord Kivu accroître ses capacités de près de 7000 jeunes encadré à l'INPP Nord Kivu et 10 entreprises sorties de son incubateur. L'attention particulière portée à l'INPP, c'est en rapport avec l'encadrement des jeunes désœuvrés et l'encadrement de toutes ces personnes qui sont sans emploi et qui de plus en plus risquent de poser des problèmes de sécurité ou de se faire recruter dans des groupes armés et tout ça. Parce que justement, il nous faut voir quelle est la capacité pour l'INPP Nord Kivu d'absorber cette catégorie de personnes en ce qui concerne la formation au métier pour leur stabilisation ou leur insertion sociale. La ministre de l'Emploi a par la suite visité tour à tour l'atelier de couture, l'atelier de mécanique générale, les salles de formation, l'incubateur des entreprises qui composent ces complexes ultramodernes de l'INPP qu'elle venait d'inaugurer dernièrement. Changeons de chapitre pour parler cette fois de soins de santé pré-néo et post-nataux gratuits. Nous apprenons de notre reporter Edith Chala que le ministre de la Santé a fait la ronde des hôpitaux de l'Est de Kinshasa pour s'en rendre compte. Images et commentaires.
Contenter de lire dans un bureau climatisé les différents rapports sur le fonctionnement des différents services de son secteur ne suffit pas pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda, conscient de cette réalité et surtout de la responsabilité qui lui incombe pour traduire en acte la volonté du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi sur la couverture santé universelle. Le ministre de la Santé, accompagné de la vice-ministre Véronique Lumbankoulou, du secrétaire général et l'inspecteur général à la santé et autres administratifs, a effectué une visite d'itinérance et d'inspection des structures sanitaires. Nous avons tenu à visiter toutes les structures sanitaires, en tout cas de Kin-Est, qui contribuent à la gratuité de l'accouchement, ainsi que les consultations prénatales et postnatales. Il est important parce que vous savez que depuis le 30 juin, le chef d'État a promis à la population congolaise, en commençant par Kinshasa, la gratuité de l'accouchement ainsi que des consultations avant la naissance et après la naissance. Pour cette première visite, le ministre Jean-Jacques Mbungani et sa délégation ont été tour à tour aux hôpitaux et centres hospitaliers de référence de Kikini au quartier Mikondo, au centre hospitalier de Kingasani, dans la commune de Kimbanseke, à l'hôpital Roi-Baudouin Ier et à l'hôpital Biamba-Marie Mutombo dans la commune de Massina. Partout où il est passé à Tchangou, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a laissé une enveloppe pour renforcer et motiver le personnel de santé qui travaille au quotidien pour sauver les vies humaines. Décentralisation fiscale. Comment comprendre et adapter le concept dans un pays comme la République démocratique du Congo? Les experts de l'Université de Liège étaient à la manœuvre pour discuter du sujet avec un groupe d'acteurs dans l'idée de faire de ce dernier des cadres du secteur. Diane Balaka, reportage. Ce colloque, formation organisée par le cabinet Mavinga en collaboration avec l'Université de Liège et financée par l'Agence belge de développement Enabel, permet de débattre, apprendre et échanger sur la décentralisation fiscale. Les entités décentralisées ont besoin de moyens. Les collectes des différentes formes des taxes et impôts permettent surtout de résoudre des services publics et pour améliorer la qualité des services, les recettes et les dépenses doivent être gérées au plus près des citoyens. Nous sommes dans un grand pays, la RDC, qui a fait le choix de la décentralisation. Et quand on parle de décentralisation et de responsabilité des entités territoriales décentralisées, il faut également les moyens. Et un des moyens, c'est bien la décentralisation fiscale, c'est-à-dire ces entités doivent collecter différentes formes de taxes et d'impôts. À travers le département de coopération de l'Université de Liège, PACODEL, qui a une représentation permanente en RDC, la formation sur la fiscalité au Congo vise à former des cadres à Kinshasa comme à l'extérieur du pays. Nous avons organisé avec le cabinet Mavinga et avec Enabel un colloque sur la décentralisation de la fiscalité au Congo pour former des personnes ici à Kinshasa et ultérieurement aussi dans d'autres parties du pays. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'est réjoui de cette formation. Pour Godé Paul, la RDC a besoin d'une fiscalité qui permet le développement du pays. Une formation de 2 jours organisée avec l'appui financier de l'Agence belge de développement Enabel. La 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine s'est tenue cette semaine en Zambie. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, président de la CEAC, a pris part à ce travaux. Le sujet est le seul qui constitue la semaine du président que nous propose Pierre Kibambeso Moïsa. Lusaka en Zambie a abrité le 18 juillet 2022 le travaux de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, des communautés économiques régionales et de mécanismes régionaux. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale, a pris une part active à cette rencontre de haut niveau aux côtés de ses pairs, le président Macky Sall du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, Hakainde Hichilema de la Zambie, pays hôte, et de Charles Michel, président du Conseil européen, Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, et Mamadou Issoufou, ancien président du Niger. Renforcer la résilience en matière de nutrition
sur le continent africain, accélérer le développement socio-économique et du capital humain a été le thème de ce conclave qui est intervenu au lendemain de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Ces thèmes choisis devraient interpeller les pays africains à réfléchir profondément sur la nécessité de transformer leur potentiel agricole collectif pour assurer l'approvisionnement des produits alimentaires sur le continent et au-delà, a souligné le président zambien Hichilema dans son mot de circonstance. Au centre des conférences de Lusaka, où s'est tenu les assises, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des échanges d'une demi-heure avec son homologue Hakainde Hichilema avant de quitter la terre zambienne. Les finalistes du secondaire ont passé cette semaine les épreuves de l'examen d'État. Ils étaient au total 900 000 à travers le pays. Au courant de cette même semaine qui s'achève, vous avez suivi sur nos antennes les images de premières études avant le lancement des travaux de réhabilitation des aéroports du pays. Le résumé de l'actualité de la semaine, c'est avec Peggy Mukunda. 900 000 finalistes des humanités ont passé les épreuves de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 59% des garçons et 41% des filles. Comme les éditions précédentes, ces élèves, le premier jour, étaient soumis aux épreuves de la culture générale. Le ministre de l'EPSP, Tony Mwaba, a donné les go à Kolwezi. Lancement des travaux d'assainissement le long de la rivière Kalamou et la rivière Funa à la première rue L'Unité. Ces travaux de curage et de ramassage de déchets non dégradables entrent dans le cadre du projet Kintoko. L'INPP poursuit ses travaux de construction moderne. C'est dans cette optique que le ministre de l'Emploi est allé visiter les établissements publics placés sous sa juridiction. La patronne de l'emploi tient à résoudre tant soit peu la problématique de l'emploi des jeunes désœuvrés. Angola-RDC, réouverture de la frontière entre les deux pays après 2 ans de fermeture suite à la pandémie de coronavirus. Tout s'est passé en présence des autorités de 2 parties. Le ministre des Transports a fait la ronde de quelques provinces, question de réhabiliter et de rendre modernes quelques aéroports dans ce coin du pays. À cet effet, une visite d'inspection des terrains a été effectuée avant le démarrage des travaux. Le ministre de la Défense nationale était l'invité de Marc au colloque sur la thématique de la faillite à la transformation de la RDC en Eldorado africain. À cette occasion, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga a planché sur la faillite de l'intelligentsia congolaise. Si l'on y prend garde, des habitations sortiront de terre sur le lit de la rivière Makelele au niveau de la commune de Kintambo. Autrefois théâtre des inondations et désormais un vrai chantier. Les riverains se posent plusieurs questions. Qui aurait vendu cet espace dont une partie est une priorité de l'hôpital de Kintambo? Que se passera-t-il pendant la saison de pluie? Certains passants parlent d'un drame prémédité. C'est un dossier de Peggy Mukunda. Incroyable mais vrai, une partie du bassin de la rivière Makelele est transformée en un chantier. Des murs sont érigés au grand étonnement des passants. Nous sommes sur les lits de la rivière qui sépare les communes de Bandalungwa, Kintambo et Ngalema, sur lesquels est jeté le pont Makelele. Et nous avons été surpris à un moment où, de temps en temps, il y a Makelele, bassin La rivière Makelele cause énormément de dégâts au niveau où l'on érige ces immeubles. L'État est censé protéger la population pour ne pas revivre les situations semblables à celles de Matadi Kibala. Nous demandons au gouvernement et au ministère compétent de bien vouloir régler cette situation avant que l'irréparable survienne. Selon les plans, plusieurs immeubles vont être construits sur ces lieux où, il y a plusieurs années, les débordements de la rivière avaient délogé des occupants.
technicien du domaine à Makambo, mais en tant que technicien, je constate que cette construction est un risque pour les résidences de ce coin. Celles-ci ne respectent pas les normes urbanistiques. Les nouveaux acquéreurs ont également confisqué l'espace réservé à la construction de la morgue de l'hôpital de Kintambo. Des jeunes sans emploi qui vivent de la vente de sable se retrouvent dans la rue. Nous avons été surpris du jour au lendemain, au moment où les travaux de construction ont débuté. C'est dans ce lieu que nous travaillons et gagnons notre pain. C'est ici que nous avons de quoi survivre pour élever nos enfants. Nous avons abandonné nos mauvaises habitudes. Ce lieu nous offrait du travail pour subvenir à nos besoins. Actuellement, nous ne savons pas comment faire pour subsister cette carrière qui nous donnait un petit rien, mais aujourd'hui, nous avons été privés de notre gagne-pain. Nous souffrons et exhortons le gouvernement à nous trouver un autre lieu de travail. Les rétrécissements de la rivière Makelele au niveau du pont va provoquer des dégâts incalculables à la tombée des pluies. La nouvelle cité et les anciennes maisons sont en danger, selon les urbanistes. La furie des eaux n'épargnera rien sur son passage. Qui a autorisé cette construction? Aucune réponse des services compétents ne nous a été fournie. Un dossier que notre rédaction va suivre de plus près. Ils sont aux premières loges dans la certification de produits consommables dans le pays. Les opérateurs de la police judiciaire de l'Office congolais de contrôle Ville de Matadi, décorés de médailles d'or de mérite pour les loyaux services rendus à la nation. C'est le chancelier des ordres nationaux qui a personnellement prononcé la formule avant le port de médailles. Félix Aloumeti. Donnant ces agents et cadres de l'Office congolais des contrôles OCC ainsi qu'un de partenaires de cet office récompensé dans la ville portuaire de Matadi pour des loyaux services rendus à la nation. C'était au cours d'un double événement de la décoration et de la remise de brevets aux opérateurs de la police judiciaire formés en son sein. Un véritable motif de joie et de fierté pour le veneur du Congo central. Guy Bandou s'est fait fort de rappeler aux récipiendaires que l'OCC est un instrument de souveraineté de l'État dans la protection de la population, et ce à travers le contrôle de quantité et de qualité. Du reste, son objet social. Selon lui, les nouvelles connaissances acquises par les heureux OPG doivent demeurer un gage de meilleur service au bénéfice de la population. Ce même décor a servi aussi des cadres au cordon d'honneur quant à la reconnaissance de mérite des récipiendaires du jour. Le chancelier des ordres nationaux, le général-major Motezola Kamosobo André, agissait ainsi au nom du chef de l'État, grand chevalier des ordres nationaux. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous décernons ce jour à ces cadres et agents et personnalités de l'Office congolais de contrôle la médaille d'or du mérite civique. Le bénéficiaire était tous décorés de la médaille en or, l'un après l'autre, dans le calme et la discipline qui caractérise cette instance solennelle. Moment conduit par les conseils administratifs du chancelier, le lieutenant-colonel Roger Béou, qui donnait la lecture de la décision relative et les noms des lauréats de la médaille de mérite. Mais bien avant, le directeur général intérimaire de l'OCC, Gabi Loubiba Mampouya, a rassuré son adhésion à la vision du chef de l'État à travers ses œuvres sociales passées, présentes et futures pour gagner le pari d'un Congo toujours plus beau, plus fort et plus juste pour le bonheur du personnel et de la population. Ces œuvres portent sur la construction des infrastructures de base dans certains postes frontaliers, devant renforcer les capacités du personnel dans le cadre de la zone libre-échange africaine et de l'économie internationale qui bouge au rythme des conflits armés et de la maladie de Covid-19. En religion, on parle de la visite pastorale du cardinal Fridolin Ambongo ce dimanche en la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa, une visite qui débute par une messe pour s'achever par une visite de chantier ouvert sur le site. Cédric Kenina. La paroisse Saint-Michel, au cœur de la commune de Bandalungwa à Kinshasa, compte parmi les grandes paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa. Ce dimanche 24 juillet, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain, a effectué sa deuxième visite pastorale, moment pendant lequel une messe a été dite en présence de plusieurs paroissiens, dont le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué.
notables de cette municipalité. Après la célébration eucharistique, le cardinal Fridolin Ambongo a visité quelques ouvrages et chantiers en cours au sein de cette paroisse. Les fidèles se sont dit plus que satisfaits de cette visite. Il est venu juste pour évaluer, voir comment nous avons évolué avec les travaux, avec tout ce qu'il nous avait demandé. Mais il est très satisfait de ce que nous, paroissiens de Saint-Michel-Bandalungwa, nous avons réalisé. Dans l'avenir, nous envisageons construire notre salle de fête. Si vous regardez notre salle de fête, elle est dans un état très vétuste. D'ailleurs, le cardinal venait de poser la première pierre aujourd'hui pour que notre salle de fête soit plus moderne. Alors nous allons conjuguer nos efforts comme on a fait avec l'aménagement. On a continué à contribuer pour que nous puissions mettre notre salle de fête au point à la dimension plus moderne que comme la salle se présente aujourd'hui. Ils ne font jamais un an sans revenir au lieu de leur encadrement. Les anciens du collège Saint-Joseph-Elikia étaient encore une fois chez eux pour honorer les leurs et successeurs sur le banc de l'école. C'était à l'occasion de la remise de prix Père Raphaël de la Kétulle aux meilleurs élèves du collège. Yolande Voca était sur place pour le compte de la RTNC. Ils ont tous un dénominateur commun, avoir été élèves au collège Saint-Joseph-Elikia. Et aujourd'hui, ils sont dans la vie active et se regroupent au sein du cercle des anciens du collège Saint-Joseph-Elikia. Animés par la volonté de cultiver l'esprit de solidarité entre les différentes générations de leur école, les cassiples, comme on les appelle, ont conçu un prix d'excellence dénommé Prix Père Raphaël de la Kétulle pour récompenser les élèves qui se distinguent par leurs résultats scolaires. Et cela concerne le classe de première en 6e année. Le président du CAC, Alain Moutombo, s'est dit confiant à l'encadrement de la nouvelle génération de l'élite intellectuelle. Les meilleurs élèves ont été primés. Nous remercions les anciens du collège qui ont participé financièrement pour la réussite de cette édition couplée. Le vice-président du CAC, Jeff Chamala, a abondé dans le même sens. Je demanderai vraiment à tous les cassiples, les anciens du collège Saint-Joseph-Elikia, de se mobiliser comme un seul corps autour de notre collège qui nous a donné des valeurs. On travaille pour notre pays. On vient d'encourager les lauréats. Donc c'est vraiment important de croire au CAC comme une force de la société civile qui aura un mot à dire par rapport à toute la problématique qu'on trouve au sein de notre société. Le collège Saint-Joseph-Elikia a été créé par le révérend Père Raphaël de la Kétulle de la Riove et sa première année scolaire a été organisée en 1917. Faisons à présent un petit tour dans les chantiers routiers de Kinshasa où les travaux de modernisation de la voirie urbaine des communes de Ngaliema et Kintambo se poursuivent. Le grand projet qui s'exécute dans le quartier Kanluka avec pour objectif d'atteindre l'avenue Boboliko à Kintambo évolue malgré la difficulté liée aux conduites d'eau de la Régie des eaux qui doivent être réparées. Les autorités de l'OVD, maîtres d'ouvrage délégués, étaient sur le terrain pour faire le constat. Willy Atunakov. Les projets du désenclavement du Kanluka dans la commune d'Engaliema à Kinshasa évoluent normalement. C'est le constat satisfaisant fait par l'ingénieur Victor Toumba-Chikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, maître d'ouvrage délégué du gouvernement, qui a inspecté samedi 23 juillet 2022 pour la deuxième fois depuis son lancement le 14 mai dernier par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur du dit projet. Le nom de ce projet, c'est le désenclavement du quartier Kanluka, qui part de Boboliko sur l'avenue Ngaliema jusqu'en dessous du pont. Vous avez Vivi, vous avez aussi une partie de Kwamutu qui est prise en charge. Et vous avez les deux ponts, le pont Kanluka et le pont Lubudi, qui est le pont le plus important. 2 mois et demi après le lancement des travaux, les travaux sont en train de s'exécuter convenablement. Nous avions été sur l'avenue Ngaliema, même au-delà de l'avenue Matadi. Les travaux sont en train d'être exécutés, mais nous connaissons dans les tronçons de l'avenue Bangala, ça fait plus de 2 mois qu'ils n'ont plus de l'eau. Nous pensons qu'il faut qu'on résout très rapidement ces problèmes avec le concessionnaire qui est la Régie des eaux, de façon à permettre à ce qu'on puisse continuer les travaux
pour pouvoir arriver jusqu'à l'avenue Boboliko. Le numéro 1 de l'OVD, qui tient à la matérialisation sans faille de cette promesse du chef de l'État, rassure la population quinoise que les travaux de modernisation de la voirie et de construction de 2 ponts qui seront jetés sur les rivières Luka et Lugudi seront accélérés durant cette période de la saison sèche. Les vacances parlementaires, une réelle opportunité pour les députés et sénateurs de reprendre contact physiquement avec leur base. Henriette Ouamou, élue de la Funa, elle a fait la ronde des communes de Bumbu, Bandalungwa et Kalamo pour collecter une fois de plus les doléances des populations. Yolande Voka est encore une fois au commentaire de ce reportage. L'élu de la Funa, Henriette Ouamou, une fois de plus au chevet de sa base électorale. En cette période de vacances parlementaires, la présidente de la fondation, Henriette Ouamou, a entrepris plusieurs actions sociales dans quelques communes de sa circonscription. De la Funa, première étape, direction Gambela Khartoum sur l'avenue Loubaki. À cette population, l'élu de la Funa a remis de matériel aratoire pour le curage de la rivière Kimbangu et l'évacuation des immondices qui sont à la base de plusieurs maladies, sans oublier des inondations. Pour résoudre la difficulté de traversée et de circulation dans le quartier, Henriette Ouamou a promis de construire un nouveau pont sur la rivière Kimbangu. Autre endroit, autre action, la députée nationale et présidente de la fondation qui porte son nom, en collaboration avec l'ASBEL Les Enfants d'abord. Henriette Ouamou a donné un lot de vivres et non-vivres à plus de 50 enfants hébergés à l'orphelinat La Compassion, situé dans la commune de Bumbu. Je suis venue déposer des vivres frais, des vivres secs pour ces enfants qui sont abandonnés à leurs propres sœurs. Vous savez, ces enfants sont des orphelins. Je pense que c'est un devoir pour nous, les mamans, de voir que pas seulement les enfants que tu as à la maison qui sont en bonne santé et qui mangent bien, mais aussi les enfants des autres, qui sont aussi nos enfants. Les bénéficiaires ont eu le mot juste pour remercier l'élu du peuple. Nous avons un problème sérieux d'eau. Nous leur demandons de nous installer un forage. En ce 16e dimanche du temps ordinaire, où les fidèles catholiques sont invités à cultiver l'amitié avec Dieu, cette fervente chrétienne catholique a communié avec les fidèles de la paroisse Saint-Vincent de Paul à Kalamo. Dans son homélie, l'abbé Lendo a exhorté les croyants chrétiens à choisir la meilleure part. Et pour clôturer, la députée nationale a partagé son expérience de vie avec les mamans légionnaires de cette paroisse. Sûreté et sécurité de l'aviation civile. Plus de 60 inspecteurs de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo viennent de boucler une formation de renforcement de capacité en la matière. Ils ont prêté serment en tant qu'officiers de police judiciaire à compétences limitées et reçu leur brevet en présence du ministre de Transport. Redépendant. Ils sont retournés à l'apprentissage pour renforcer les capacités d'assurer la sûreté et la sécurité de l'aviation civile AAC en RDC en tant qu'inspecteur de supervision censé jouer le rôle d'officier de police judiciaire OPJ. Plus de 60 inspecteurs de l'autorité de l'aviation civile ont suivi la formation de 10 jours en vue d'augmenter les connaissances pour bien verbaliser et savoir proposer des sanctions aux contrevenants qui violent les dispositions légales réglementant l'aviation civile en RDC, devant le vice-ministre de la Justice agissant au nom de la ministre de la Justice et garde des Sceaux et en présence du procureur général près le tribunal de grande instance de la Gombe, du ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements, Cherbin Okende, ainsi que de 2 PCA. Celui de l'aviation civile AAC et son collègue de la RVA, les 60 inspecteurs ont prêté le serment en qualité d'officiers de police judiciaire OPJ à compétences limitées. Ils ont la responsabilité d'appliquer sans faille les matières apprises. Avec 75 inspecteurs de l'aviation civile, bien formés et qualifiés comme officiers de police judiciaire, nous sommes en droit d'attendre des comportements responsables et dignes sur le terrain. Cette formation des inspecteurs personnels de l'AAC vaut le renforcement des capacités en vue de leur permettre de remplir pleinement leurs fonctions d'inspecteurs de supervision chargés de la sûreté et la sécurité de l'aviation civile en RDC, tel que l'exige l'OACI, le directeur général adjoint de l'AAC, Mwaka, précise. Notre système d'aviation civile aujourd'hui, il y a en place avec beaucoup de difficultés. Nous sommes en train de construire cela.
forcément dans le système de l'aviation civile, la dimension de la supervision est tellement importante. Parce que la sécurité, la sûreté, la protection de l'environnement, la promotion de notre aviation, ça fait partie de ce qui va pouvoir être en place pour que notre pays puisse se servir du transport aérien et régler le problème de la mobilité des personnes et des biens. Les encouragements du procureur général à l'endroit de nouveaux OPJ dans l'exercice de leurs fonctions, signature des procès-verbaux et la remise des brevets aux récipiendaires ont sanctionné la fin de cette cérémonie. En nouvelle, depuis près de 2 mois, la CENI a recruté les personnels pour lancer les activités liées à la cartographie électorale. Et au moment où ces activités s'accélèrent, les députés provinciaux de la Tchapa ont constaté la tendance à la réduction de centres d'inscription dans toute la province. Voilà pourquoi ils ont décidé d'interpeller la CENI, autorité compétente en matière électorale, de leur fournir des informations utiles à cet effet. Pour les députés provinciaux de la Tchapa, la diminution des centres d'inscription risque de causer préjudice dans les opérations électorales en cours. On y reviendra avec force détail dans nos prochaines éditions. On poursuit ce journal avec la suite du dossier de l'agression d'un jeune Quinois par un sujet indien. Le jeune, admis aux soins, est sorti de l'hôpital après avoir reçu des soins appropriés. La suite du dossier, c'est Yolande Voka qui nous en parle dans ce reportage. Après avoir été hospitalisé et pris en charge à l'hôpital Diamant dans la commune de la Gombe, suite à un échange de coups de poing avec un sujet indien, Rama Dama, qui est son employeur, la victime, Matondo Moïse, est en bonne santé et le reste de sa vie est hors du danger. Voilà ce qui justifie sa présence au parquet de grande instance Kinshasa-Njili pour remercier le procureur général Gwenda Djeri pour son implication dans cette affaire, qui a failli coûter sa vie. Son bourreau, le sujet indien Ramadama, serait détenu à la prison centrale de Makala. Et nous appliquons la loi de la même manière pour les Congolais comme pour les étrangers. C'est le cas d'espèce, il a été appréhendé, il est à Makala, mais toutefois, contrairement aux rumeurs qui disent que Maton était décédé, Maton est là, avec ses avocats, en très bonne santé. Les avocats de la victime et le procureur, satisfaits de l'aboutissement de ce processus judiciaire qui a conduit le sujet indien derrière le barreau. Grâce à ce procureur de la République du parquet de grande instance de Kinshasa-Njili, qu'aujourd'hui notre client Matondo est à bonne santé. La population du district de la Tchango n'est pas restée indifférente face à cette situation. Elle remercie également les instances judiciaires. Terminons ce journal avec ces images qui nous proviennent de la ville de Lubumbashi. Il s'agit d'une marche de soutien aux forces armées de la République, une marche initiée par la Fédération Okatanga de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Suivez. Tout est parti du temple de la démocratie, siège de l'UDPS Fédération de Lubumbashi, situé à la place Moïse Tshombe, en plein centre commercial de Lubumbashi. Drapeau du parti présidentiel à la main, les militants, cadres et membres de l'UDPS, tous habillés en polo drapé à l'effigie du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont effectué ce samedi 23 juillet 2022 une marche de soutien au président de la République et au FARDC qui sont en train de défendre l'intégrité territoriale face à l'agression rwandaise sous le label du M23 dans l'est de notre beau et riche pays, la République démocratique du Congo. Fabien Mutombo, Jacques Koko Moulongo, Michel Kaboui, Céline Kanyimba, Joël Mutangala, Thomas Lupata et bien d'autres hauts cadres de l'UDPS Lubumbashi, tous au marché contre Paul Kagame. Et cette foule innombrable de l'UDPS est une preuve éloquente que la RDC ne tombera pas. Du chaussée Laurent Désiré Kabila, en passant par les avenues Kassavubu, Square Georges Forest, Kimbangu, Lumumba, pour chuter au 16 de l'UDPS, les marcheurs ont exprimé leur colère contre le Rwanda de Paul Kagame. Joël Mutangala, organisateur de la marche de soutien au chef de l'État et fédéral AI de l'UDPS Lubumbashi, s'exprime. UDPS viva! UDPS viva! Tutakabula président Félix, deuxième mandat, puisque nous sommes unis. Au terme de cette marche de taille, l'on peut donc dire que Paul Kagame et son M23 sont vaincus et enterrés.
Et cet avis au public avant de nous quitter, il est porté à la connaissance de World Vision que diverses communications qui prétendent faussement provenir de World Vision ou d'un personnel de World Vision ou qui s'en réclament sont diffusées par courrier électronique, par WhatsApp et par appel téléphonique. Ces communications qui cherchent parfois à obtenir de l'argent ou bien souvent des données personnelles de personnes auxquelles elles s'adressent ne sont pas attribuables à World Vision et représentent une fausse représentation du travail et du personnel de World Vision. World Vision tient à mettre le public en garde contre ces activités frauduleuses prétendument menées au nom de l'organisation ou des professionnels de l'organisation. Veuillez noter que World Vision en République démocratique du Congo ne perçoit des droits à aucun stade de recrutement, dépôt ou traitement de candidature, entretien, formation. World Vision en République démocratique du Congo ne requiert en aucun moment, pour quelque raison que ce soit, l'accès aux informations bancaires ou toute autre information personnelle de candidats. World Vision n'offre pas de prix, de récompense, de fonds, de certificats, de cartes de retrait d'argent, de compensation pour les activités frauduleuses et n'organise pas de loterie électronique. World Vision recommande vivement aux personnes qui reçoivent ce genre de sollicitations de faire preuve de la grande prudence, de ne pas envoyer de l'argent sous quelque forme que ce soit, cash, virement, transfert, Western Union, Mobile Money et autres, et de n'accepter aucune rétribution de quelque nature que ce soit. Toute demande allant dans ce sens doit être immédiatement signalé car contraire aux valeurs et pratiques de l'organisation. Par conséquent, World Vision décline toute responsabilité au cas où un candidat à l'emploi serait victime. Pour World Vision International RD Congo, Jean-Baptiste Maralamine Touré, directeur de ressources humaines et culture, World Vision RD Congo. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. L'actualité revient à 23h avec Peggy Mukunda. Moi, je retrouve le dimanche prochain pour un autre grand journal magazine. Bonsoir.